On va commencer. Pierre, je te laisse partager ton écran. C'est bon du coup? Le partage fonctionne? Le partage fonctionne. Tu peux juste mettre en version diaporama et on va Ouais. pouvoir commencer. Tout petit instant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce premier webinaire dédié au parcours mobilité inclusive dans le Cantal. Donc moi, je suis Oriane Mathès, chargée de communication au sein de la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Et je co-anime ce webinaire avec Pierre Savary, directeur de la FAPCA. Pierre, je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Pierre Savary, je suis directeur de la FAPCA. C'est une association loi 1901 qui existe depuis un peu plus de 25 ans sur le territoire du Cantal et qui porte entre autres une plateforme de mobilité. Donc pour qu'on apprenne un petit peu tous à se connaître, donc on va voir comment ça va fonctionner. On teste l'outil aujourd'hui, donc c'est les premiers. On va voir si vous pouvez on va faire un petit tour de table. Pierre, si tu peux changer de slide. Je ne sais pas si on est en grand écran. Pour que vous présentiez votre nom, votre prénom, la structure dont vous venez et quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras si vous en avez envie et vous présenter. Donc, l'idée, c'est que j'interroge quelqu'un et qu'après le suivant renvoie la parole. Donc, je vais laisser Olivier se présenter. Ou Laure, puisque je la vois apparaître. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Laure Le Golvan. Je fais partie donc, de l'UDAF du Cantal. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour les retardataires. On va vous laisser vous présenter. Je vois Vincent qui vient de nous écrire bonjour dans le chat. Si vous pouvez nous dire du coup de quelle structure vous venez et de quel territoire. Ah, on ne vous entend pas. Là, vous n'avez pas le micro activé, je pense. Bon, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent se présenter, de dire de quelle structure pour qu'on puisse un peu mieux apprendre à se connaître autour de ce webinaire? C'était l'idée aussi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui. Pierre Beaumont, donc je travaille pour les services de l'État à la DETSPP. Je suis en charge de l'inclusion sociale et professionnelle. Bienvenue, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des micros qui sont actifs éventuellement? Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend, oui. Eh bien, Lucille Bocco, je suis chargée de projet à l'association Aurore, qui est porteur notamment d'un garage solidaire sur le Cantal. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent, avec leur micro activé, qui souhaitent se présenter avant qu'on passe dans le vif du sujet? Bonjour Julien, oui, on voit pas de micro, pas de caméra. Super. Pierre, je te laisse repartager ton écran pour qu'on puisse attaquer la Il n'est pas présentation. partagé là? Non. Ah.
Alors, ça coule pas complètement de source, du coup. Pour tout ce qui est questions au fil de la présentation, vous pouvez les poser dans le chat ou également, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire où vous pourrez échanger en ouvrant vos micros si vous le souhaitez. Est-ce que c'est bon le partage d'écran? Oui, je ne le vois pas en diaporama, mais c'est Et pas quand grave. je passe en diaporama, ça se fait sauter mon partage d'écran, en fait. Ah. Est-ce qu'il est Voilà. assez grand ou pas par rapport à Oui, moi? oui, c'est très bien. Ouais. Donc, je vais présenter la fédération sur la slide suivante. Donc, la fédération Mobinora, c'est une fédération qui regroupe les acteurs territoriaux de la mobilité inclusive. Donc, l'idée, c'est que on regroupe des adhérents pour les accompagner, les professionnaliser au sein d'un réseau. Qu'on puisse, au sein de ce réseau, fédérer les initiatives locales et régionales, porter des projets innovants et apporter notre expertise et l'ingénierie sociale. Donc, nous sommes 16 adhérents au sein de la fédération Mobinora, dont des garages solidaires, des écoles de conduite à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélos-écoles, des plateformes mobilité et des spécialistes de l'écomobilité. Donc, la fédération Mobinora est présente dans 10 départements sur 12 et on appartient au réseau national, du coup, qui regroupe toutes les régions, 11 régions sur le territoire, et ce qui représente environ 150 opérateurs de mobilité inclusive. Sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir un petit peu où se situent les acteurs, notamment dans le Cantal, puisque c'est le département qui nous intéresse. Et du coup, ici sont représentés tous les adhérents du réseau Mobine Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut les voir présents dans tous les départements, sauf dans l'Ain. Et pour le Cantal, ce qui nous intéresse, il y a 2 structures adhérentes, la FAPCA et le garage solidaire du Cantal. Rapidement, je vais vous poser une question dans le sondage, donc vous me direz comment ça apparaît sur l'écran, mais pour voir si vous connaissez bien la mobilité inclusive et pour replacer le contexte de qu'est-ce que la mobilité inclusive, je vais vous proposer une définition et vous allez devoir répondre par vrai ou faux. Si ça fonctionne, encore une fois, aujourd'hui, on teste. Donc, je publie le sondage. Et vous me dites, super. Ça marche. Ça marche bien. Donc, je vous laisse répondre. Donc, la mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai ou faux? Ou est-ce que vous ne savez pas? Donc, je vois les résultats. On a 8 participants sur 10, ou 9 participants. Tout le monde a trouvé la bonne définition. Donc, effectivement, maintenant que tout le monde est au fait de la définition de la mobilité inclusive, on va pouvoir passer à la présentation du territoire. Pierre, je te laisse prendre la main. Est-ce que ça se voit? C'est bon? C'est bon, on voit. Bon. Du coup, juste avant que je présente l'association, ce cycle de webinaire s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mobine Pro Plus et dans le cadre d'un financement avec les services de l'État en région sur des fonds stratégie pauvreté. Dans l'idée, c'est de pouvoir professionnaliser les différents partenaires sur chaque territoire et qu'est-ce qui est la mobilité inclusive, qu'est-ce qu'il existe sur le territoire et que les acteurs puissent mieux s'identifier, se comprendre et comprendre comment ça fonctionne. Dans notre cas, donc la FAPCA, c'est une association, ce que je disais tout à l'heure en introduction, qui est un peu plus de 25 ans et on porte différentes actions. L'objectif de notre association, c'est d'œuvrer au retour à l'emploi des personnes qui nous sont confiées. Alors, on travaille en partenariat avec Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, mais avec plein d'autres acteurs territoriaux aussi. Le but des actions qu'on porte, c'est pas spécialement d'aller chercher un CDD, un CDI à l'issue,
mais c'est vraiment de mettre en place des actions bien précises pour lever des freins bien précis pour que justement le retour emploi puisse s'opérer dans la continuité en fait et en travail partenarial. Donc on travaille sur 4 pôles de compétences. Il y a tout un côté remobilisation sociale et action santé. Donc on porte un dispositif qui s'appelle Coup de pouce santé avec des psychologues, ostéopathes, diététiciens qui interviennent. Un autre dispositif autour d'impact Cantal où des sophrologues, réflexologues, art thérapeutes, micro-kinés, yoga thérapeutes, voilà, plein de pratiques alternatives avec des professionnels, une trentaine de professionnels qui interviennent pour justement lever les freins autour de l'image de soi, de la confiance en soi et faire en sorte que les bénéficiaires qui nous sont orientés puissent déjà, pour se remobiliser correctement sur leur retour à l'emploi, puissent être dans de bonnes conditions intellectuelles et physiques. Le deuxième frein qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est accompagnement à la mobilité. Donc, dans ce cadre-là, on a un dispositif qui s'appelle Cantal Move, qui est la plateforme de mobilité depuis 2018. Et depuis cette année, on porte une auto-école solidaire. On a un troisième pôle de compétences qui est autour de l'accompagnement à la formation des personnes en contrat aidé, donc uniquement des personnes qui sont en PEC ou en structure d'insertion par l'activité économique, où on travaille sur leur projet professionnel, l'orientation ou la réorientation de leur projet et du financement ou cofinancement d'actions de formation pour aller sur des projets et des postes qui sont en tension sur le territoire. Et le dernier axe, c'est la mise en relation entre les bénéficiaires qui sont tout proches de l'emploi et des employeurs qui peuvent avoir des besoins de recrutement. Et on porte donc une mission de facilitation des clauses sociales. Donc, du coup, on incite les collectivités locales à réserver une partie des marchés publics pour des publics éloignés de l'emploi. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je ne vois pas le chat du coup pendant que je présente, je suis désolé. Il n'y a pas de questions, Pierre, pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et sinon, on aura encore une fois un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Du coup, j'ai mis à côté dans cette slide un petit récapitulatif. Donc la FAPCA porte une plateforme de mobilité qui s'appelle Cantal Move, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce cadre de cette plateforme mobilité, on ne fait pas uniquement que de l'accompagnement de personnes. C'est tout l'intérêt d'une plateforme de mobilité, c'est travailler sur différentes choses. Donc on travaille avec la région sur l'organisation d'un challenge mobilité qui aura lieu dans 3 semaines, le 2 juin. On est référencé sur le France Mobilité. On adhère au réseau Mobinora pour lequel on est là aujourd'hui, qui lui adhère aussi au laboratoire de mobilité inclusive et donc du coup pour lequel on a des cycles d'échange avec eux. Je participe à tout ce qui est groupe de travail sur la pauvreté et précarité en milieu rural dans le cadre d'une animation faite par Cap Rural et pour les services de l'État. On a travaillé avec l'association Aurore et Secours catholique pour mettre en place le garage solidaire du Cantal. On co-anime un groupe de travail qui s'appelle Mobilité pour tous avec le programme Handicap et Société qui nous permet de réfléchir à quelle mobilité inclusive on pourrait essayer de mettre en place et quels nouveaux projets on pourrait avoir sur le territoire du Cantal. Et à côté de ça, on a la partie qui est plus accompagnement des bénéficiaires, tout type de bénéficiaires sur différents projets ou souhaits de mobilité autonome en fait. Et donc l'association sur ces tâches-là est financée par des fonds européens, des fonds d'État, la région, le département et après des acteurs privés du type le FASTT, le Fonds d'action sociale de travail temporaire, du mécénat de la G2R La Mondiale et on a un partenariat entre autres avec la Caisse d'épargne et le Parcours Confiance pour mettre en place des microcrédits sociaux. N'hésitez pas à me couper du coup. Pas de questions pour l'instant, tu peux passer à la suite, présenter le territoire. Du coup, la mise en place de la problématique l'identification de la problématique de mobilité inclusive date d'il y a très longtemps sur le territoire du Cantal, puisque les premières discussions étaient en 2010. Et pour ma part, j'ai commencé à y travailler en 2015. Et la plateforme de mobilité est apparue en octobre 2018. Donc, c'est un travail un peu de longue haleine. Il ressort un peu des problématiques de territoire. Donc, un territoire
montagnard, rural, des centres-bourgs plutôt espacés les uns des autres, une problématique de transport en commun qui est diffuse sur le territoire, une population qui n'est pas spécialement sensibilisée au covoiturage, en tout cas ça ne rentre pas dans les us et coutumes jusqu'à aujourd'hui. Donc on se retrouve avec des difficultés pour se rendre d'un point A à un point B, même sur des déplacements très courts. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le département, Aurillac-Saint-Simon pour aller dans une usine, donc qui est à moins de 7 km de la ville-préfecture, les horaires de travail qui peuvent être à partir de 5 heures du matin, ça peut poser un problème, même pour faire 7 km. Donc on se rend compte après que sur des bassins de vie plus ruraux, comme on peut avoir sur Mauriac ou sur Saint-Flour, les publics ont vite des difficultés par rapport à ça. En travaillant sur la mise en place de la plateforme de mobilité, on a référencé aussi les aides à la mobilité, qui étaient donc une multitude d'aides, mais plutôt partielles, puisque c'était des aides qui fonctionnent plutôt en silo. Si on est au RSA, on peut avoir accès à telle aide. Si on est demandeur d'emploi, dans telles conditions, on peut avoir accès à telle aide. Voilà. Et pour chaque typologie de public ou catégorie administrative dans lesquelles le public rentre dans les cases, certaines aides sont accessibles ou pas, mais rien ne référencie tout ce qu'il était possible de faire et comment on pouvait agglomérer toutes ces aides. Et la difficulté sur notre territoire était aussi de se dire que pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, on a un faible taux de chômage, puisqu'on est à moins de 5%, donc un chômage presque résiduel. Les personnes qui restent demandeurs d'emploi aujourd'hui sont les personnes les plus éloignées de l'emploi et donc pour qui la mobilité est pour plus de 60% d'entre eux un frein majeur en fait. Donc on se retrouve avec des gens qui ont souvent des difficultés annexes, une difficulté de mobilité, un territoire qui est malaisé pour pouvoir se déplacer facilement, puisque milieu rural, beaucoup de kilomètres entre chaque bassin de vie, peu de transports en commun, et on a souvent d'autres problématiques annexes qui vont être les problématiques économiques, sociales, psychologiques des personnes qu'on accompagne, puisque toutes les personnes qui étaient les plus proches de l'emploi sont déjà en emploi au vu du taux de chômage actuel, en fait. On a mis sur la carte, par définition, les endroits où la FAPCA intervient aujourd'hui de manière régulière, les points où on peut retrouver des lieux, des locations de véhicules du garage solidaire du Cantal, et à peu près la zone sur laquelle intervient l'auto-école de l'association aussi, pour se donner un petit peu l'idée par rapport aux acteurs du territoire, ce qu'il existe tout de suite. Là. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, on peut avancer. Soit je suis trop clair, soit les gens se sont endormis. Non, c'était très clair. Je te laisse la main du coup, Ariane. Donc, rapidement, pour vous présenter un petit peu le contexte de la mobilité inclusive et quels sont les chiffres en France. Donc ça, on a fait une petite infographie pour voir le contexte dans lequel les solutions aujourd'hui se sont installées dans le Cantal. Mais au niveau national, il y a 29% des personnes qui ont déjà renoncé à des déplacements par peur de se perdre, 22% par incapacité à construire son itinéraire, 4 Français sur 10 disent que les déplacements quotidiens sont une expérience difficile pour eux. Et un jeune sur 3 qui est sans diplôme, qui a déjà refusé un emploi parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre. Donc on voit que c'est une vraie problématique au niveau national. Et au niveau régional, du coup, on a réalisé avec tous les adhérents afin d'établir un peu un constat au niveau de la région, de voir comment accompagner ces personnes en difficulté de mobilité sur le territoire. Donc, c'est des chiffres de l'année 2020 qui vont être retravaillés. Donc, pour vous dire que c'était aussi une période de pandémie, donc c'était compliqué de pouvoir notamment se rendre ou de faire des cours de conduite. Mais pour vous donner une idée, en 2020, ça a été 6 885 personnes reçues,
1704 prestations en conseil mobilité insertion, donc c'est-à-dire des diagnostics, des ateliers collectifs ou des ateliers individuels. Et majoritairement, les publics accompagnés sont les demandeurs d'emploi. Donc on voit pas très bien, c'est petit sur la présentation, mais on vous l'enverra. Donc voilà, l'idée c'est de dire que majoritairement les acteurs de Mobine accompagnent des demandeurs d'emploi. Et j'arrive pas à lire la partie. Les allocataires des minima sociaux, je me permets, pour allocataires de minima sociaux pour 24%, des jeunes de la mission locale à hauteur un peu plus de 12%, des salariés de l'IAE à hauteur de 6,5%, et les demandeurs d'emploi représentent 44% des typologies de publics accompagnés en 2020. Et les seniors, seulement Les seniors, 1%. 1,2%. Et au niveau du Cantal, du coup, Pierre, vous avez des chiffres aussi à communiquer? Oui, alors du coup, ce qu'on voit avec ces deux types d'infographies, c'est que la mobilité, c'est pas le problème de mobilité, c'est pas qu'un problème de milieu rural, ou c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on a plein de moyens de déplacement potentiels qu'on y a accès, que intellectuellement ou psychologiquement on est en capacité de le faire, et que les difficultés des personnes en fonction de leur lieu d'habitation sont souvent identiques. En fait, quand on discute entre nous au sein du réseau, on se rend compte que ce soit à Lyon, Saint-Étienne ou dans le Cantal, il y a des choses qui se recroisent obligatoirement. Il y a des choses qui sont un peu plus simples quand on est dans des grandes villes. Potentiellement, il y a un peu plus d'outils, mais pour autant, il y a des difficultés similaires. Pour le Cantal, sur l'année 2021, du coup là, c'est des chiffres 2021, on a accompagné 430 personnes. Pour se donner un ordre d'idée, un peu moins de la moitié étaient au RSA, 199 personnes étaient au RSA. 86 personnes étaient en SIAE, ce qui représente un bon pourcentage. À peu près 20% un peu plus de 20% des bénéficiaires étaient en SIAE. Et 60% avaient une reconnaissance travailleur handicapé. Sur cette année 2021, nous avons fait 269 bilans mobilité qui ont débouché sur 285 accompagnements individuels. Le chiffre d'accompagnement individuel est plus élevé que les bilans mobilité, puisque du coup, en 2020, il y a des gens qui avaient fait uniquement le bilan mobilité et qui ont continué en 2021 sur un accompagnement individuel, en fait. C'est pas parce que l'année civile s'arrête que les accompagnements et les parcours des personnes s'arrêtent. Et pour faire un petit zoom sur une action qu'on mène depuis 2 ans, c'était Intégracode. On a eu 27 personnes, donc 27 personnes réfugiées qui ont suivi des cours avec du FLE et des cours de code en simultané sur le territoire. Pour vous donner, pour faire un petit persona, si on était assez logique, 50% des personnes accompagnées, on est presque à une équité, soit hommes ou femmes, indifféremment. On est plutôt sur un public de 25-44 ans pour 59% d'entre eux, et la grande majorité des personnes qu'on accompagne, pour 60% d'entre eux, sont issus du bassin de vie d'Aurillac. Sur Mauriac et sur Saint-Flour, ça se rééquilibre, c'est-à-dire que sur Saint-Flour, il y avait un petit peu de retard, et à aujourd'hui, en 2022, on a à peu près autant d'accompagnement à Saint-Flour qu'à Mauriac, et du coup, les taux sont plutôt équilibrés de 55, 22, 22 à peu près, pour se donner un ordre d'idée. Les accompagnements des bénéficiaires portent pour 64% d'entre eux sur le permis et quasiment le reste sur les véhicules. Je dis quasiment parce qu'on a quelques demandes de temps en temps sur comment nous pourrons apprendre à prendre le bus, comment je peux me travailler sur mon planning, quel bus je dois prendre, comment j'y vais, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Je pense qu'en 2021, on a accompagné une vingtaine de personnes uniquement sur ces points-là, en fait. Donc, un conseiller mobilité de la FAPCA et aller faire un atelier, a pris le bus avec la personne, lui expliquer comment ça marchait, à regarder les grilles horaires, à travailler sur son plan de déplacement, en fait, personnel. C'est très à la marge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais en tout cas, ce n'est pas la requête principale, en fait. Souvent, les deux problématiques sur notre territoire, c'est avoir le permis pour être autonome, et si j'ai le permis,
avoir un véhicule qui fonctionne ou en tout cas se doter d'un premier véhicule. Pas de questions particulières, donc je peux présenter un petit peu le parcours mobilité ou est-ce que du coup la FAPCA intervient sur ce parcours pour accompagner les bénéficiaires. Du coup, sur un parcours mobilité, on est au cœur du sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment un bénéficiaire qui a une difficulté de mobilité, qu'importe sa difficulté de mobilité. Son référent, quand nous on intervient sur la problématique mobilité, on ne se substitue pas au référent de la personne dans tous les cas. Donc il y a eu une prescription qui nous est faite du bénéficiaire vers nos services, et à ce moment-là, le conseiller mobilité débute l'accompagnement et passe par un diagnostic de mobilité ou un bilan mobilité, qu'importe comment on l'appelle, les deux fonctionnent. Le bilan mobilité ressemble à un check-up un peu de la situation de la personne par rapport à sa difficulté de mobilité. On va voir un petit peu tout ce qui peut poser problème potentiellement. Je vous en dis pas un peu plus parce qu'il y a des slides qui en parlent un peu plus loin. Suite à ce bilan mobilité, il y a deux possibilités. Soit on retourne vers le référent en disant il y a des problématiques qu'il faut régler en amont avant d'aller plus loin dans l'accompagnement individuel à la mobilité. Soit ça peut se mener de front, des problématiques annexes et l'accompagnement individuel, et donc on va proposer un plan d'action. Et l'accompagnement individuel est plutôt schématisé sur deux thématiques, on appelle le savoir bouger et le pouvoir bouger. Sur le savoir bouger, ça va être, j'allais dire, tout ce qu'il nous faut pour être en capacité de pouvoir bouger par la suite. Donc, des formations sur les compétences SOC mobilité. Ça, là-dedans, on va retrouver, par exemple, des cours de français pour les personnes réfugiées. On est vraiment dans le savoir bouger. Avant d'aller plus loin, il faut déjà que le niveau de français soit suffisant pour pouvoir se positionner sur l'apprentissage à la conduite. Pour certains, ça sera de la vélo-école. En attendant d'aller plus loin sur du code ou de la conduite, la vélo-école peut permettre de se déplacer de manière autonome, en sécurité, avec un deux roues sur notre territoire. Donc, faire Allanche-Murat en vélo, ça va être plus compliqué. Mais pour autant, quand on est sur le bassin de vie d'Aurillac, pouvoir rayonner sur le territoire d'Aurillac et communes limitrophes en vélo, sur certaines périodes de l'année, c'est quelque chose qui est complètement possible. Les périodes d'hiver est quelque chose de plus compliqué, mais c'est aussi du coup le fait de travailler sur tout ce qui est système de covoiturage, de comment on travaille les solutions annexes, qui fait sens et qui permettra aussi au public en situation de mobilité inclusive de pouvoir se raccrocher au plan de déplacement des entreprises dans lesquelles ils vont en stage ou dans lesquelles ils sont en emploi, pour pouvoir justement être le plus autonome possible. Dans le savoir bouger, on va avoir tout ce qui est apprentissage de la conduite. Et dans le pouvoir bouger, ça sera plutôt le côté véhicule. L'aide à la réparation, des solutions de financement pour le code et pour le permis, entre autres, pour des réparations, pour de l'achat de véhicules, de la mise à disposition de véhicules avec les systèmes de location sociale de véhicules, et l'accès au covoiturage, autopartage et transport solidaire. Dans le Cantal, c'est pas encore d'actualité, mais le Change Mobilité est là pour justement, sensibiliser les entreprises du territoire au covoiturage pour que ce soit des choses qui puissent se mettre en place dans leur plan de déplacement et que du coup, ça puisse servir aussi nos publics par la suite. Pierre, il y a une question de Laure, mais on va en rediscuter un petit peu plus tard dans le webinaire, mais pouvez-vous préciser qui sont les prescripteurs et y a-t-il des conditions? D'accord. Alors, je peux déjà y répondre de manière très rapide. Tout le monde peut être prescripteur. Du moment que le bénéficiaire signe la fiche de prescription, qu'il est informé que son référent l'oriente dessus, ça peut être aussi bien, on a des organismes de formation qui identifient des jeunes ou moins jeunes qui sont en formation et qui ont un problème de mobilité et qui du coup vont nous faire une fiche de prescription. Bon, on va avoir des travailleurs sociaux, bien évidemment, du conseil départemental, on va avoir les services de Pôle emploi, on a les services, par exemple, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, qui nous orientent des personnes sur la plateforme.
On a des animateurs de centres sociaux qui, des fois, identifient des difficultés sur une personne et donc, avec leur accord, nous transmettent leur orientation. C'est ouvert au plus grand nombre. Le but, en fait, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Et après, il y a 2 conditions pour y accéder. Et je vais faire un petit teasing, on en reparlera juste après. Parfait. On va passer à la slide suivante s'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le parcours mobilité en général? Bon, bah, je pense qu'on peut... Ah, il y a une question. Vous pouvez ouvrir vos micros aussi également s'il y a des questions et vous souhaitez les poser à l'oral, il n'y a pas de problème, hein. Normalement, vous êtes autorisé pour pouvoir ouvrir vos micros. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Du coup, je vous ai fait une présentation la plus synthétique possible de la solution autour de Cantalmove et du coup de la plateforme que comporte sur l'association. Donc, une fois que la fiche de prescription nous est parvenue, il y a un premier entretien de bilan mobilité. Ah, est-ce qu'il y a une question du coup? J'entends un petit bip. Non, c'est apparemment l'accès au micro n'est pas autorisé, mais j'ai donné accès à tout le monde. Donc je crois que c'était dans les réglages de l'ordinateur qu'il faut modifier les... C'est ça, Pierre, c'est ce que... Ouais, il y a une petite roue crantée là, quand on est sur le Livestorm, là, en bas, dans le bandeau d'en bas. Et bien sûr, je la vois pas parce que j'ai le truc de... Eh ben, et oui, c'est juste à côté de votre caméra et de votre micro. Il y a la roue crantée gérée et vous pouvez donner accès du coup par défaut. Voilà, il y a tous les paramètres de micro et de caméra. On va prendre 2 secondes, voir si tout le monde... Est-ce que ça fonctionne pour vous, Raphaël? Ah, là, je crois que vous m'entendez. Oui, c'est bon, on vous entend. Ok, c'est ça pour ça. Ok, super. J'avais juste une question plus par rapport à la coordination et les acteurs en fait qui s'inscrivent dans ce parcours mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la FAPCA la ressource de tout faire en interne? Ou alors est-ce que vous avez un réseau de partenaires, par exemple Aurore ou d'autres avec qui vous travaillez pour couvrir le territoire et répondre au mieux aux besoins? Ouais. Alors, la FAPCA a pour volonté de porter tous les dispositifs autour de la mobilité inclusive sur le territoire. Et tout l'intérêt a été justement sur l'idée du garage solidaire de se rapprocher de l'association Aurore pour créer l'outil et que l'outil puisse exister à l'attention de tous les bénéficiaires potentiels du territoire. Et là, du coup, c'est l'association Aurore qui gère le garage solidaire. Nous, on intervient en tant que partenaire, j'allais dire, opérationnel. Mais on intervient du coup sur une commission d'attribution de vente de véhicules. On oriente les bénéficiaires que l'on a vers les solutions de l'association Aurore et du garage solidaire. Mais on n'a pas vocation à apporter tous les dispositifs de mobilité inclusive. Pour autant, on essaie de référencer tout ce qui existe sur le territoire. Et tout l'intérêt du groupe de travail qu'on co-anime, c'est justement réfléchir quels sont les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. Et donc, du coup, réfléchir avec d'autres partenaires, des collectivités locales, type communauté de communes, des acteurs privés, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement se dire le covoiturage, c'est pas quelque chose qui fonctionne très très bien sur des petits trajets. Donc, on essaie de travailler sur un système de copilotage solidaire, par exemple. Et c'est quelque chose qui aboutira peut-être que dans 1 an ou 1 an et demi, ou qui aboutira peut-être pas à la sortie. En tout cas, on passe du temps à essayer de réfléchir avec d'autres partenaires à qu'est-ce qui pourrait
favoriser la mobilité des habitants du territoire, que ça soit aussi bien sur le côté inclusif des publics qui sont nos publics prioritaires, mais aussi bien pour des seniors ou pour des plus jeunes, pour que la mobilité soit bien un axe de développement économique du territoire et pas juste un frein à l'emploi, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, du coup? J'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, je vois personne taper dans le chat, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, sinon on y reviendra à la fin. C'était bon pour la présentation de la solution, Pierre, sur Cantalmo? Non, du coup, je revenais juste dessus sur le côté. D'ailleurs, j'ai présenté dans la slide d'avant les grandes généralités du parcours mobilité. Et donc là, c'était ce qu'il existe sur le territoire du Cantal de manière générale. Donc, une fois que la personne nous a été prescrite, orientée via cette fiche de prescription, elle est reçue sur un bilan mobilité. Un bilan mobilité, c'est quelque chose qui dure aux alentours des 3 heures. Donc, pour les bénéficiaires qui sont orientés, on les appelle avant et on les informe bien qu'il faut qu'ils réservent 3 heures de leur temps pour faire ce bilan mobilité. On va faire tout ce qui est évaluation théorique en français, maths, code, tout ce qui est entretien individuel sur le projet mobilité. Est-ce que la personne, quel est son souhait, quelle est son envie, est-ce qu'elle a déjà passé le code, est-ce qu'elle l'a pas eu, est-ce qu'elle l'a raté, combien de fois elle l'a raté, est-ce qu'elle s'est inscrite il y a 20 ans, est-ce qu'elle est à jour de sa situation administrative. On va lui faire passer une évaluation de conduite aussi pour se rendre compte si c'est plutôt quelqu'un qui aura pas de difficultés potentiellement cognitives pour apprendre le code, mais qui a un problème de synchronisation main-pied. Et donc, du coup, la problématique de la conduite risque d'être conséquente. L'idée, c'est qu'à la fin du bilan mobilité, on puisse avoir un temps de restitution avec le bénéficiaire et un plan d'action adapté en fonction de tout ce qu'on a eu. Et ça nous permet de faire des préconisations. Et donc, on travaille sur le savoir bouger à ce moment-là, où du coup, on a le côté FLE, impact Cantal ou coup de pouce santé, donc le FLE pour lever tout ce qui est problématique de langue par rapport au public réfugié qui peuvent nous être orientés. Et après, pour lever tout ce qui est frein, confiance en soi, problématique de difficulté à conduire, de peur, d'appréhension, d'accident de la route qu'il peut y avoir dans un passé proche ou moins proche, on fait intervenir du coup les professionnels qu'on a à disposition pour lever ces freins, pour pouvoir aller sur le pouvoir bouger par la suite. Et donc, dans le savoir bouger, on a aussi des ateliers collectifs qu'on mène de temps en temps sur comment j'apprends à me déplacer sur mon bassin de vie, qu'est-ce qu'il existe comme réseau de transport, comment je peux utiliser, où est-ce que je le trouve. On fait de la mise en pratique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et sur le pouvoir bouger, on va faire de tout ce qui est accompagnement et mise en place d'aide financière sur de la réparation, de l'achat de véhicules, et ça a pu arriver sur de la location. Et après, on fait de l'accompagnement individuel et de la mise en place d'aide financement au code et à la conduite. Et pour tout ce qui est code et conduite, deux possibilités. Soit on passe par les auto-écoles du territoire en fonction des situations des personnes, soit on les oriente et on leur fait la proposition de passer par l'auto-école solidaire. L'auto-école solidaire, c'est un outil complémentaire qui doit permettre aux publics les plus en difficulté d'accéder à une pédagogie adaptée par rapport à l'apprentissage du code et de la conduite. Donc en fonction du bilan mobilité, des évaluations de conduite, du niveau de compréhension de la personne, des difficultés cognitives de la personne, on peut leur faire la proposition de rentrer sur l'auto-école solidaire. Si on estime que leur niveau ne relève pas d'une pédagogie adaptée, ils choisissent l'auto-école de leur choix sur le territoire dans lequel ils sont, et on travaille avec l'auto-école qu'ils ont choisi en fait. Donc on travaille avec toutes les auto-écoles du territoire, et aussi on a notre propre outil en interne pour les publics les plus éloignés. Y a-t-il des questions du coup? Il n'y a pas de questions. Donc on va passer à une petite activité. Si Pierre, c'est tout bon pour toi, pour quand elle m'ouvre, s'il n'y a pas de questions. Donc on va passer pour que vous puissiez vous mettre dans la peau
d'un bénéficiaire. On a prévu des petites questions pour voir si vous arrivez à vous mettre un peu d'un bénéficiaire et pour mieux que vous compreniez l'ensemble des freins qui entourent les bénéficiaires à la mobilité. Alors, première question qui va apparaître sur votre écran. Combien de millions de Français déclarent avoir des difficultés de mobilité? 3 millions, 5 millions ou 7 millions? J'espère que je ne vais pas me tromper. Bon, la majorité a répondu, c'était bien 7 millions. Et il y a quand même quelques-uns qui se sont trompés, mais oui, c'est bien 7 millions selon le LMI. Question suivante. Que je ne me trompe pas. Quel est le prix d'un ticket de bus sur le territoire avec le réseau Transcab? 1,40 €, 1,20 €, 1,30 € ou bien dans le bus, 2 €, 1,90 € ou 2,50 €. Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. Ah, les votes sont divisés. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper et me souvenir de la réponse. Alors, c'était bien 2 € dans le bus et de mémoire, c'est 1,40 € le ticket de bus. Et la plupart qui se sont trompés, c'est pas 1,20 €, c'est bien 1,40 €. Sauf si je me trompe, on me dit dans le chat. Ouais. Ah, et Marlène se permet de compléter en me disant que c'est 1,05 € en achetant un carnet fréquence. Et il me semble qu'il y a des tarifs, ça c'est les tarifs plein pot, entre guillemets, mais il y a aussi des tarifs jeunes. Question suivante. Combien coûte une voiture par mois, une Clio essence pour environ 25 km par jour, donc ce qui correspond à un aller-retour domicile-travail par mois. Donc ça comprend, je m'étais noté, l'achat, la reprise, les frais financiers, l'assurance, le carburant, l'entretien, le garage du véhicule, le péage, les taxes. Donc à votre avis? Non, je suis trop... Est-ce que tout le monde a voté? C'était bien, donc les votes sont mitigés et c'est bien 586 €. C'était surtout une question pour montrer que très souvent, on a une mauvaise préhension du coût d'un véhicule et que la plupart des bénéficiaires viennent pour passer le permis, mais qui se rendent compte que derrière, les frais peuvent être très importants et sont souvent minimisés. Merci. Une autre question. Il en reste une ou deux. Combien de millions de Français vivent avec un handicap cognitif, physique, auditif ou moteur, selon l'INSEE? 2,3 millions, 6,7 millions, 9,6 millions. Ouais, la plupart se sont trompés pour cette question, c'est bien 9,6 millions. Donc pour montrer encore une fois que ce n'est pas seulement le frein financier qui peut être un frein à la mobilité. Et enfin, la dernière question. Pour ceux qui connaissent le dispositif Movici, donc laquelle de ces affirmations est fausse grâce à l'application et ou le site internet Movici, qui est la plateforme de covoiturage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je peux partager mes trajets quotidiens, faire des rencontres, des échanges et des économies. Je peux me rendre où je veux, n'importe la raison, aller voir des amis, aller à un festival, au travail. Je peux payer en ligne de façon sécurisée, en temps réel et à coût réduit. Je peux choisir mes critères de préférence concernant les personnes avec qui je veux covoiturer.
et je peux proposer un covoiturage au prix que je souhaite. Donc, laquelle de ces affirmations est fausse? Donc non, sur la plateforme Movici, on peut bien choisir les critères de préférence concernant les personnes avec qui je peux covoiturer, mais je ne peux pas proposer le tarif que je souhaite. C'est des tarifs encadrés comme sur Blablacar en disant c'est un système de couleurs qui indique en rouge si vous êtes dans les tarifs ou pas. Donc on ne peut pas proposer le tarif du trajet que l'on souhaite, mais on peut choisir les critères. Et enfin, dernière question sur le territoire. Pour ceux qui habitent proche de Aurillac. Combien de temps faut-il pour faire le trajet Aurillac-Chussac à vélo? Donc, pour montrer que c'est pas toujours évident de se déplacer à vélo sur un territoire comme le Cantal. Donc la plupart ont raison, c'est bien 38 minutes pour faire Aurillac-Chussac à vélo. Après, dans les faits, je ne sais pas si ça se fait régulièrement pour aller travailler, mais... donc après cette mise en situation, on va passer à... Pierre, je te laisse reprendre la main sur, du coup, présenter les différents freins. Donc cette animation vous a permis de comprendre qu'il n'existait pas seulement le frein financier, mais également bien d'autres. Ah, Olivier qui nous dit qu'il est du Sud-Drôme. Effectivement, oui, c'est plus compliqué pour le département du Cantal. Donc, on peut voir ici sur le schéma qu'il existe différents freins. Pierre, si tu veux les présenter. Je recoupe entre l'animation d'Oriane et ce que nous, on identifie sur les publics qu'on accompagne. C'est que certes, il y a tout ce qui est le niveau économique, la situation familiale, la vie sociale, c'est le frein. La plupart des gens viennent en disant « j'ai pas l'argent pour me payer le code, le permis, réparer mon véhicule, acheter un véhicule ». Sauf que quand on fait le bilan mobilité, on se rend compte qu'il y a d'autres choses en fait. C'est pas toujours qu'une question d'argent. D'ailleurs, on se rend bien compte que quand il y a des aides au permis, c'est pas parce que l'aide est allouée que le permis est obtenu en fait. Du coup, c'est un problème, c'est le frein majeur ou le plus identifié, mais on se rend compte qu'il y a des problématiques de santé, des gens qui ont des contre-indications médicales et qui certes souhaitent conduire, veulent être autonomes, veulent être mobiles, mais il y a des problématiques, des traitements médicaux, des problèmes de vue, des problèmes de diabète, des choses comme ça. Et du coup, quand on parle de ça, souvent, on va réorienter vers Là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait une réorientation vers le médecin agréé en préfecture pour un problème de vue. Et cette personne-là, ça n'avait jamais été identifié. Sauf qu'une fois arrivée dans une voiture auto-école, on s'est rendu compte qu'elle roulait toujours à gauche, donc elle avait vraisemblablement un problème de vue. Et il y a bien une contre-indication, et donc il faut qu'il y ait un suivi médical qui se mette en place. Donc la personne va certes pouvoir arriver à être autonome à terme, mais il y a une autre étape. Donc on a mis en stand-by son projet tout de suite, pour régler cette problématique-là, pour qu'après, il puisse re-rentrer dans une voiture auto-école, qu'il apprenne à conduire dans de bonnes conditions et dans une bonne situation. On a tout ce qui est compétences socles aussi. Passer le permis, c'est compliqué. Avoir le code, le code a beaucoup changé, beaucoup évolué. S'inscrire au code, ça prend 5 minutes et ça peut coûter que 30 €. Pour autant, faut-il encore arriver à avoir 35 bonnes réponses sur 40 et comprendre la question en moins de 20 secondes, y répondre correctement. Donc ça, c'est la question des compétences socles et un vrai, par rapport au public qui nous est orienté, et un vrai souci. On a aussi la difficulté de l'outil, puisque maintenant le code se passe sur tablette numérique. Pour les personnes qui ne pratiquent pas de la tablette, ça, même s'ils ont les bonnes réponses, on se rend compte que des fois, ils décalent d'une question leur réponse, et donc ils se retrouvent avec, si c'est la deuxième question qu'ils ont commencé à décaler, ils ont 38 fautes sur 40, alors que potentiellement, ils se sont juste trompés dans la première réponse et ça a tout décalé.
Donc, du coup, on se rend compte que les compétences SOC, que ce soit un peu l'outil numérique, ou alors la compréhension, les doubles négations, les chiffres pairs, impairs, les calculs, toutes ces choses-là sont des choses qui sont très, très importantes. C'est pour ça qu'on l'évalue dans le bilan mobilité, pour se rendre compte de la capacité des personnes à l'avoir et la difficulté qu'ils auront et le nombre, le volume d'efforts qu'ils vont devoir fournir pour obtenir leur code ou pas. C'est pas une science exacte, bien évidemment, mais le but étant de sécuriser au maximum le parcours mobilité de la personne et donc d'arriver à calibrer au mieux les préconisations qu'on peut faire par la suite. On sous-estime aussi la connaissance souvent des personnes du réseau, en fait. Certains vont savoir qu'il y a le bus région, par exemple, mais ne savent pas où est-ce qu'on le prend. Ils n'ont pas identifié où est l'arrêt de bus pour le bus région, où est-ce qu'il le dépose, et où est-ce qu'on trouve les horaires. Ils le voient passer, ils voient le bus sérigraphié, ils ont bien compris que c'était accessible à tout le monde, qu'il y avait certainement un coût, mais pour autant, ils ne savent pas. Sur des navettes gratuites, on se rend compte qu'ils ne savent pas pourquoi cette navette est gratuite, pourquoi celle-là l'est pas, et donc du coup, c'est aussi la méconnaissance de l'existant qui est des fois handicapant, parce qu'on a des personnes qui peuvent déclarer avoir un rayon de déplacement de moins de 5 km, parce qu'ils ont une méconnaissance de ce qu'il existe, parce que ce qui peut nous paraître simple à nous, en accès à l'information, n'est pas spécialement pour eux. Lire une grille horaire, un tableau à double entrée, c'est pas simple pour tout le monde, foncièrement. La difficulté, ça va être aussi la vie professionnelle. Pour ceux qui sont en emploi ou en emploi précaire, il y a toujours la difficulté de faire le choix entre je vais en emploi, je me forme sur le permis, il faut que je gagne de l'argent, mais il faut que j'en ai pour mettre à côté pour aller je dois toujours choisir en fait entre le temps d'apprentissage et le temps de rémunération. Donc c'est une vraie difficulté. On s'en rend compte souvent sur les ateliers qu'on peut avoir sur l'auto-école qui mobilisent sur minimum une journée semaine et pour certains mobilisent 2 jours par semaine à temps plein. On se rend compte que ce choix, cette aide à la décision on est un peu sur l'œuf ou la poule. Si je suis mobile, je trouverai plus facilement de l'emploi. Tant que je suis pas mobile, je fais des petits jobs, mais c'est pas suffisant pour pouvoir être autonome financièrement. Si je suis pas autonome financièrement, je pourrais jamais m'acheter un véhicule. Donc du coup, on tourne un peu en rond. Donc c'est aussi leur faire comprendre qu'il faut qu'ils choisissent à un moment donné, qu'on est là pour accompagner la démarche. Mais en tout cas, c'est à eux de voir quel est le timing pour eux, en fait. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et souvent, le frein, ça va être l'expérience mobilité. Quelqu'un qui a eu souvent des gens, non pas souvent, ça arrive de manière assez fréquente, des gens qui ont eu un accident de voiture dans le passé, qui ont été victimes ou qui ont subi ou qui ont vu un accident et qui du coup sont traumatisés et certes, ils souhaitent avoir leur permis, mais quand on les fait faire l'heure d'évaluation de conduite, ils restent complètement bloqués en fait. Et c'est à ce moment-là que ça ressort, cette difficulté de l'expérience mobilité qui peut être fâcheuse, ou alors quelqu'un qui... donc ça, c'est le côté pour la partie la plus traumatisante. Mais après, les expériences mobilité de « j'ai jamais pris le bus, je sais pas faire de vélo », on sait que quelqu'un qui ne sait pas faire de vélo, c'est minimum 20 heures de conduite en plus que la norme. Donc, les heures de conduite minimum, c'est 20 heures pour avoir les prérequis pour aller à l'examen. En moyenne, quelqu'un qui ne sait pas faire de vélo aura au minimum 40 heures de conduite à faire en plus. Puisque quand on ne sait pas faire de vélo, on ne projette pas son regard loin, on n'anticipe pas les usagers de la route qui sont autour de nous, on a moins connaissance des panneaux de la route de circulation, des règles et toutes ces choses-là. Donc tout ça doit être appris en plus au moment de la conduite, en fait. Il y a une partie quand on fait du vélo, il y a une partie qui devient un peu de l'inné, qui nous resserre au moment de l'apprentissage de la conduite. Et après, ce qui va être le frein principal, donc le moyen matériel dont je parlais tout à l'heure, certains qui vont donc avoir cette difficulté, certes, financière, mais d'autres qui vont avoir le problème de « j'ai un véhicule, mais c'est un véhicule épave ». Donc, en fait, en termes de problématique de mobilité, c'est pas spécialement un souci, parce que j'ai le code, j'ai le permis, j'ai un véhicule. Et quand on gratte un peu plus loin, on se rend compte que le véhicule, il ne devrait jamais rouler, en fait. Parce qu'il n'a pas de contrôle technique, il n'a pas d'assurance, il est plus dans de bonnes conditions pour rouler. Et donc, du coup,
Et d'eux-mêmes, ils disent, j'ai tout ça, sauf que je ne l'utilise pas parce que je ne peux plus l'assurer, parce qu'il n'a pas passé le contrôle technique. Donc des fois, on se rend compte pour le coût d'un contrôle technique et de petites réparations, je prends l'exemple de pneus lisses, qui sont quelque chose qui sont rédhibitoires au contrôle technique, font qu'on a des gens qui n'utilisent plus leur véhicule pour des pneus lisses, pour un coût qui n'est pas foncièrement un coût énorme potentiellement. Donc du coup, quand on tient compte de tous ces facteurs-là, on se rend compte que la mobilité, c'est pas juste qu'une difficulté d'argent. C'est multifactoriel et c'est surtout un schéma qui se reproduit. Un adulte aujourd'hui qui ne sait pas faire de vélo n'apprendra pas à ses enfants à faire du vélo. Donc on peut presque se dire que dans 15 ans, on aura des jeunes adultes qui auront des difficultés aussi de mobilité. Et on va reproduire un peu le schéma. Donc du coup, il y a vraiment tout l'intérêt d'avoir la plus grande pédagogie possible dans l'accompagnement des bénéficiaires pour qu'ils puissent être autonomes, certes, dans leur démarche d'emploi et le retour à l'emploi à terme, mais ça n'a pas que cette résonance-là, en fait. Pierre, on a une question de Laure qui demande si les bilans de mobilité peuvent se faire au plus proche du lieu de domicile des bénéficiaires. Ouais, alors sur la carte qu'on a présentée au début, c'est les lieux sur lesquels on intervient de manière très très régulièrement. Après, oui, ça nous est arrivé même d'aller, alors pas chez les gens, on évite ce genre de démarche, mais on va se donner rendez-vous dans la mairie de la commune la plus proche pour ceux qui sont vraiment, qui ont aucune possibilité même de se rapprocher d'un centre une maison France Service ou chose comme ça. Ça nous est arrivé. Le but étant que si nous, on n'est pas mobile, s'ils ne le sont pas, on n'y arrivera jamais. Donc, on fait en sorte d'arriver toujours au plus proche d'eux, de trouver une solution. Donc, oui, ça nous arrive d'aller vraiment dans des tout petits villages, dans le bureau du maire, des fois. On va passer à la suite parce que je vois l'heure qui défile ici. On avait dit 1h15. Donc, on va présenter rapidement, Pierre, tu vas présenter rapidement des témoignages de bénéficiaires pour voir effectivement qu'il existe différents profils de bénéficiaires, hormis le bénéficiaire type, mais... Donc, on vous a mis trois témoignages, mais on pourrait en avoir bien plus que ça. Une personne qui a un contrat aidé dans une structure sanitaire et sociale en tant que veilleur de nuit. Difficulté, travailler de nuit dans le Cantal sans mobilité, c'est vite un problème. Un seul véhicule avec son épouse, donc choisir qui des deux doit travailler, qui amène les enfants à l'école. Donc difficulté d'avoir, ce que je disais, l'expérience professionnelle et donc du coup s'installer durablement dans un emploi et dans des emplois pérennes et qui sont économiquement viables en fait. Et du coup, ils avaient un véhicule qui nécessitait des réparations et qui ne pouvait pas passer au contrôle technique. Donc, ils ont changé le véhicule. On les a accompagnés dans cette démarche et on a monté avec eux un microcrédit, ce qui a permis au monsieur qui était en contrat aidé de continuer à se faire véhiculer par un de ses collègues le temps qu'on monte le microcrédit. On a pu le monter, l'installer, il a pu acheter le véhicule, faire les réparations et du coup sa compagne a pu garder son emploi et ce monsieur aujourd'hui n'est plus en contrat aidé, il travaille dans une autre structure avec un CDI et il a changé, il travaille plus de nuit non plus du coup. Et voilà, donc c'est vraiment à chaque fois de se dire, on essaie de prendre l'entité familiale en fait, comment ça peut être fait, on accompagne bien qu'une personne, on essaie de tenir compte de tous les facteurs à chaque fois. Le deuxième témoignage, c'était quelqu'un qui voulait travailler dans du transport logistique, livraison, petite livraison. Beaucoup de réparations sur son véhicule. Du coup, ça limitait beaucoup dans sa recherche d'emploi puisqu'il n'avait pas confiance en sa voiture, donc il avait une zone de recherche d'emploi très limitée. Il a été rencontré, on a regardé ses problématiques. Là, elles étaient essentiellement financières et orientées vers les bonnes personnes. On a pu mettre en place les réparations parce qu'on allait chercher différentes aides financières en fonction de la situation du monsieur. Et il a repris une activité, il a trouvé un emploi dans son domaine du coup. Donc des fois, on se rend compte que les bénéficiaires tournent en rond ou restent dans des situations qui sont toujours très précaires parce que
on va avoir un petit montant financier qui va tout débloquer. Mais par contre, si on met que l'argent, ça ne débloquera pas tout parce que l'argent ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait et l'accompagnement et ce côté financier d'office. Les plus beaux parcours, c'est ceux où les deux ont pu se mener correctement. Et la dernière personne, c'était quelqu'un qui venait d'un autre territoire où elle n'avait pas spécialement besoin d'être mobile. Du moins, en tout cas, elle avait besoin d'être mobile, mais il y avait des transports en commun suffisants, donc elle n'avait pas de problématique de se poser la question de comment elle pouvait faire. Elle est venue s'installer à 20 km de Massiac, donc pour ceux pour qui ça peut parler, Massiac, c'est un centre-bourg, et qu'on est à 20 km de Massiac, on est en zone très rurale. Elle a souhaité reprendre une activité, un emploi, sauf que sans permis, sans moyens financiers, toutes ces choses-là, ça n'a pas été possible. Donc, elle a été orientée vers la plateforme. Ça a permis de l'accompagner sur la reprise en confiance en soi. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus en activité. On a trouvé des financements et on a passé l'examen du code de la route dans de bonnes conditions. Et cette dame, maintenant, elle a eu la conduite il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, elle a obtenu la conduite. Donc voilà, donc pour se dire en fait que c'est des accompagnements qui sont au long cours en fait. On est entre l'accompagnement moyen et autour de 18 mois pour se donner un ordre d'idée. Pour ceux pour qui c'est le plus rapide, si c'est que des réparations avec un peu de financier, des choses comme ça peut aller très vite, mais c'est pas la grande majorité. Souvent, c'est bien plus compliqué parce que même s'il y a que des réparations à faire, il faut retravailler le budget autour de la mobilité et se rendre compte que, à travers l'animation tout à l'heure, se dire que un véhicule, c'est même un petit véhicule type Clio, c'est un peu plus de 500 € d'entretien. Il faut leur faire comprendre aussi ce genre de choses. Et donc, du coup, est-ce que c'est toujours la meilleure des solutions? Et ça nous est eu arrivé, par exemple, j'ai mis un vélo électrique qu'on a acheté à une dame là, qui travaillait dans une maison de retraite, par exemple, et qui faisait tous les jours 6 km à pied, en milieu très rural. Et sauf que la fatigue l'a gagnée, elle souhaitait plus continuer sur cet emploi parce qu'elle pouvait plus faire, c'est donc 6 km aller, 6 km retour. Donc avec un vélo électrique, ça lui a permis de diviser son temps de trajet de manière considérable, de ne pas être fatiguée, et elle a maintenu son emploi en fait. C'est parce qu'elle était en incapacité, elle avait le permis et la voiture, mais par contre en incapacité de pouvoir se financer un véhicule et de l'entretenir puisqu'elle était dans une situation de surendettement plus. Donc voilà, le but est vraiment de trouver des solutions au cas par cas. On a mis aussi le cas d'un monsieur là qui est avec son scooter, quelqu'un qui était en salarié en atelier chantier insertion, qui s'est fait covoiturer au début. Son covoitureur est parti de l'atelier chantier insertion. Et donc, du coup, il ne pouvait plus aller sur l'atelier chantier insertion. Donc, il ne pouvait plus aller en emploi. Donc, il n'avait plus de salaire. Donc, on lui a financé un scooter pour qu'il continue. Et pendant ce temps-là, il prend des cours de code et de conduite. Le but étant que quand il est fini en chantier, il ait le code et conduite et qu'il puisse revendre le scooter et s'acheter un véhicule à ce moment-là. Voilà pour les petits exemples. Super. On passe à la prescription. Des questions? Il n'y a pas de questions. Enfin, il y a François qui est en train de taper, donc pour l'instant. Suite à l'ensemble de vos accompagnements dans le Cantal, disposez-vous d'une estimation de pourcentage des personnes qui ont pu réintégrer le monde professionnel de manière durable? Il y avait une autre question également sur le suivi. On va en parler juste après, donc Pierre va pouvoir le présenter. On va d'abord présenter la prescription et après on vous présentera le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires. Juste, donc du coup, par rapport à la question qui était posée sur la prescription, l'orientation, donc j'ai bien dit tout à l'heure que tout le monde pouvait en bénéficier. Il y a une demande d'accompagnement qui peut être faite par une prescription papier. Elle est téléchargeable sur notre site internet, c'est pas le souci. C'est le modèle que vous avez à l'écran sur la partie droite du slide. La fiche de prescription doit être transmise au service emploi insertion du conseil départemental pour une prévalidation. Une fois que c'est validé, on la reçoit. Et du coup, nous, on met en place l'entretien préalable au téléphone avec le bénéficiaire pour lui expliquer comment ça va se passer, le bilan mobilité, qui garde bien 3 heures de son temps c'est pas un rendez-vous d'une demi-heure, mais donc c'est bien 3 heures. On lui propose la rencontre au plus près de chez lui. On essaie de tenir compte justement de leurs difficultés de mobilité. Et on peut attaquer le bilan mobilité à ce moment-là. Y a-t-il des questions par rapport à
à cette fiche de prescription. J'ai pas l'impression, il y avait surtout beaucoup de questions sur le Sur les suites. des questions sur le suivi, donc on va peut-être y passer. Je laisse passer. On reviendra à Dora juste après, alors, du coup? Oui. Ok. Alors, du coup, la question qui était le retour à l'emploi, ça, c'est quelque chose qu'on a dit. Alors, j'attaque par la fin de la slide, mais c'est un peu le nerf de la guerre, c'est toute la difficulté qu'on a, et c'est là-dessus qu'on essaie d'avoir le plus d'éléments. Quand la personne, son objectif mobilité est atteint, même quand on les rappelle 3 mois après pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'emploi, on n'a pas spécialement de retour. Puisque du coup, l'objectif a été atteint, ce qui est assez normal, ils ne souhaitent plus revenir nous voir tous les 4 matins. Mais malgré tout, on a du mal à quantifier l'exactitude du retour à l'emploi. Ce qu'on arrive à quantifier, c'est combien parmi les personnes qui nous sont orientées, ceux qui sortent du dispositif, le taux de réussite et d'objectifs atteints en termes de mobilité. Donc pour l'année 2021, il s'élève à 69% des objectifs atteints par rapport aux personnes qu'on a accompagnées. Donc 157 personnes sont sorties du dispositif, 105 sur les sorties positives. Donc sorties positives, ça va être code et conduite obtenue, véhicule acheté, réparation effectuée, achat d'un vélo électrique, achat d'un scooter, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que l'objectif qu'on s'était fixé, le plan d'action, est arrivé au bout dans de bonnes conditions pour 105 d'entre eux sur les 157. Donc, ça fait bien nos 69% d'objectifs atteints. Et pour les 47 autres, on est sûr. Donc, il y a eu 8 personnes qui ont déménagé, 5 qui ont arrêté l'accompagnement mobilité pour aller en emploi. Donc, ça, on arrive à le quantifier. Quand ils arrêtent pour aller en emploi, ils nous le disent, donc du coup, on l'a. Et on a eu 34 personnes qui ont soit abandonné, soit pour lesquelles on n'a pas réussi à avoir de solution. Je ne sais pas si ça génère des questions, cette partie-là. Il y a François qui est en train de taper, peut-être pour poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'accompagnement et le suivi du bénéficiaire? Encore une fois, pour ceux qui arrivent, vous pouvez ouvrir vos micros et les poser à l'oral. Quand vous dites sans solution, c'est sans solution de la FAPCA qui n'a pas les moyens de répondre aux besoins, ou c'est... C'est-à-dire qu'on renvoie vers le prescripteur en disant on a regardé tout ce qu'il pouvait y avoir éventuellement sur le territoire, tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que sans solution, ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons donner la solution foncièrement. C'est juste qu'au vu de tout ce qu'on peut connaître en termes de mobilité, on ne sait pas faire. On a le cas, là, par exemple, de quelqu'un qui a eu son code et qui doit aller sur la conduite, mais qui a un niveau français linguistique en français très bas, parce qu'elle a eu son code avec un traducteur en préfecture. Donc, le fait de parler dans une autre langue n'était pas un handicap pour avoir le code, mais tout de suite, pour la conduite, le moniteur d'auto-école, que ce soit celui de la FAPCA ou ceux des autres auto-écoles, c'est impossible. On a fait des tests, on n'y arrive pas. Donc là, on a réorienté la personne en se disant, il faut travailler sur le français, il y a des cours de français à tel et tel endroit. Donc, on a réorienté. Donc là, pour nous, c'est pas de l'abandon, c'est pas des sans solution. C'est une personne on va estimer qui est en stand-by tout de suite, et on reprendra l'accompagnement quand on aura fait le point avec l'organisme de formation où elle est, pour voir justement si son niveau est suffisant pour réenvisager la conduite dans la foulée. Elle a 5 ans pour avoir sa conduite, suite à l'obtention de son code, donc on a un peu de temps. Mais quand on dit sans solution ou abandon, c'est soit des gens qui ne nous rappellent plus, donc sans nouvelles pour nous, soit qui nous disent non, mais j'ai d'autres problèmes familiaux, psychologiques, des problèmes avec mes enfants, ou des personnes qui peuvent rentrer sous moi, qui peuvent être quelqu'un qui peut être incarcéré ou choses comme ça. Donc là, du coup, la prestation s'arrête. Et les sans solution, on va avoir souvent pour des problématiques médicales, où du coup, quand on a un avis défavorable du médecin agréé en préfecture, là, on ne sait pas faire. Donc, on renvoie le prescripteur en disant, mais peut-être qu'il faut travailler autour comment je prends le bus et choses comme ça. Mais souvent, il faut faire le deuil du parcours mobilité pour les personnes. C'est aussi ce qui est compliqué, c'est qu'ils nous sont orientés pour travailler sur, par exemple, le permis. Et au bout de 5 heures d'accompagnement, on leur dit, en fait, on ne sait pas, on ne peut pas, et c'est pas possible techniquement. Et donc ça laisse du temps. Donc, on arrête l'orientation là, en fait. Donc ça, c'est une personne qui va sortir là, dans ce cadre-là sans solution pour nous. Mais des fois, ils reviennent 6 mois après, ils nous ont réorienté 6 mois après en disant, ben voilà,
on voudrait travailler sur le côté comment je prends le bus. Ils sont passés à autre chose, en fait. Mais il faut le temps de digérer l'information. Souvent, 99% des gens qui nous sont orientés sont ultra motivés pour travailler sur leur projet permis. En tout permis ou projet mobilité, je vais dire, de manière générale. Mais c'est pas parce qu'ils sont motivés que c'est accessible, en fait. C'est souvent ce qui est compliqué. Et il n'y a pas cette notion d'immédiateté. Ils veulent en 3 mois l'avoir. Alors qu'ils l'ont jamais eu jusqu'à aujourd'hui, mais en 3 mois, ils voudraient que ça se débloque. Ce qui s'entend parfaitement, c'est complètement humain. Et pour autant, leurs difficultés sont telles que la première chose à leur faire comprendre, c'est il va falloir du temps. On peut y arriver, mais dites-vous que peut-être dans 6 mois ou dans 8 mois, vous aurez le code et qu'il faudra encore peut-être 3 ou 4 mois de conduite pour l'avoir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci beaucoup. Ouais. Oui, et François qui disait merci pour les réexplications et qui a dit en commentaire, en fait, je prends en compte les besoins des employeurs qui sont fort importants dans le Cantal et j'espère aussi bien pour les candidats que pour les employeurs qu'une adéquation pourra être trouvée à moyen long terme. Ça, c'est toute la difficulté justement de... Les employeurs ont des forts besoins de recrutement. On a des candidats qui peut-être pourraient répondre aux besoins des employeurs, mais qui ont une difficulté de mobilité. Alors, c'est pas la seule des fois, mais en tout cas, quand elle est là, le temps qu'on puisse la traiter, on n'a pas cette immédiateté. D'où tout l'intérêt de travailler sur tout ce qui est plan de déplacement des entreprises pour les employeurs, pour envisager de déplacer leurs salariés en interne d'autres manières qu'avec en autosolisme, et que ça puisse servir aux nouveaux salariés, à des stagiaires, à des gens qui viendraient en immersion, des choses comme ça. Et du coup, ça puisse permettre d'intégrer des nouvelles recrues sans qu'ils aient pour autant le permis. Sur certains corps de métier, on se rend compte que sur certaines entreprises, ils ont décalé leurs heures d'ouverture en fonction du passage du quart région devant chez eux. Donc, pour certaines entreprises, c'est déjà dans l'air du temps de se poser ces questions-là. Après, pour d'autres, ça commence juste entre le prix du litre d'essence ou de gasoil. Ils ont de plus en plus de mal à recruter quand ils sont en milieu rural. Et donc, du coup, c'est un vrai sujet qui, je pense, sera de plus en plus prégnant dans les mois à venir. Peut-être qu'on peut passer au contact. Comment contacter la FAPCA et après qu'on fasse le point sur les dernières questions-réponses. J'arrive. Du coup, pour nous contacter, c'est assez simple. On a une adresse généraliste qui est contact@afapca.fr et après, c'est au standard. En fonction des demandes, on verra qui peut y répondre. Mais on a un site internet où il y a pas mal d'explications dessus. C'est pas pour autant que tout le monde y trouvera tout, mais il est plutôt bien fourni. Et après, je reste à disposition, bien évidemment, pour pouvoir le représenter au sein des structures. S'il y a besoin de faire des zooms sur des structures, il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait pour le CADA, je l'ai fait pour les services de la PJJ il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, je fais souvent une réexplication de ce que l'on fait au sein de la FAPCA par rapport aux prescripteurs potentiels. Donc, il n'y a aucun souci pour me demander une intervention. Et pour rejoindre la Fédération Mobinora, s'il y a le moindre question, c'est ara@mobine-solution.fr et le numéro de Marion Bruer, qui est chargée de mission au sein de la Fédération Mobinora. Et sinon, il y a beaucoup d'informations sur notre site internet également. Au revoir Julien, qui nous dit qu'il doit nous quitter pour cette présentation. Est-ce qu'avant qu'on se quitte et que chacun prenne sa pause déjeuner, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que c'était très clair ? Est-ce que le PowerPoint sera partagé ? Oui, je vais vous l'envoyer par mail à la fin de la présentation. Pierre, je ne sais pas si tu vois les commentaires, mais que des disant que c'était très clair, très intéressant. Bon, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne journée et un bon appétit.
Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.